Eh bien, bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont en ligne. La session maintenant s'appelle « La mécanique de l'inflation a-t-elle changé ?» Alors, qu'est-ce qu'on essaye de dire ici? Surtout qu'il y a une autre session sur l'inflation demain. Aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est de savoir si, quelque part, dans les années 2020, la manière dont les chocs de prix, dont les chocs de coûts se transmettent en fait à l'économie, fait ou pas changer la manière dont on va vivre l'inflation ou dont on est en train de vivre l'inflation. Alors, c'est pas de la science-fiction, parce que je crois qu'aucun de nous quatre est capable de faire ça. C'est pas notre talent principal, enfin, c'est pas votre talent principal. Mais on a un certain nombre de personnes qui sont capables, en partant du présent, de se poser des questions sur la manière dont l'inflation, les chocs qu'on a subis, les chocs qui sont liés à la reprise après le Covid, les chocs qui sont liés à la guerre en Ukraine, se sont transmis à l'économie. En quoi c'est dû à des choses qui sont spécifiques à nos économies ou des chocs qui sont, on va dire, dans les lois générales de l'économie. Et donc, la manière dont on a pensé cette session, quand on en a discuté tous ensemble, c'était en fait de se dire, on va partir du présent, on va analyser le cas aujourd'hui, et puis au fur et à mesure, on va essayer de poser des questions qui vont nous aider, nous, en tant que personnes, c'est-à-dire vous, nous, à mieux comprendre en fait qu'est-ce qui peut se passer dans le futur. Le thème général, c'est surmonter nos fragilités. Dans surmonter nos fragilités, il y a la capacité à comprendre, et comprendre, ça nous permet d'anticiper. Alors aujourd'hui, on a 4 panélistes. Alors, je sais, vous êtes en train d'en voir que 3, mais le 4e est en route. Il est là dans quelques minutes. On a Julien Pouget qui s'occupe de conjoncture à l'INSEE. On a Olivier Garnier qui est directeur général des statistiques, des études et de l'international à la Banque de France. Donc, en gros, c'est le chef économiste, quand on veut le dire dans un vocabulaire un peu moins long. Et puis, on a Anne Perrault qui est à l'Inspection générale des finances et qui a beaucoup travaillé sur les questions d'inflation récemment et qui est une spécialiste de politique de la concurrence. On va être rejoint très vite, normalement, par Xavier Debrun. Xavier Debrun est directeur de l'économie et de la recherche à la Banque nationale de Belgique. Donc, c'est un peu, si je crois bien comprendre, l'équivalent d'Olivier Garnier, mais en Belgique. L'avantage, c'est que ça va nous permettre de savoir, dans le débat, d'avoir des éléments qui sont spécifiques au contexte français, et puis en fait d'avoir un regard en fait sur qu'est-ce qui s'est passé en Belgique, qui a subi à peu près le même choc. Et puis ça va nous permettre aussi de discuter sur, dans les éléments de contexte qui peuvent avoir un impact sur la mécanique de l'inflation dans le futur, il y a les politiques économiques. Et donc du coup, Xavier, Anne et Olivier et Julien, s'il est d'accord, pourront nous donner leur avis sur ces questions-là. Alors on commence avec un panorama qui est fait par Julien sur la mécanique de l'inflation que l'on vient de vivre et que l'on est encore en train de vivre, même si elle se stabilise, je crois. Et puis on continuera après avec Anne, Xavier quand il sera arrivé et Olivier. Julien, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc l'INSEE publie chaque mois le chiffre d'inflation. Il a publié ce matin d'ailleurs les chiffres définitifs du mois de novembre, en glissement annuel, avec 4% sur un an. Alors l'INSEE publie ces chiffres de longue date. Vous avez ici représenté une série très longue. Alors je ne garantis pas à 100% l'homogénéité de la méthode employée, mais les ordres de grandeur sont bien là. Et comme vous le voyez, la hausse des années récentes, de 2022, notamment 2023, est frappante. Nous atteignons 5,2% en moyenne annuelle en 2022, 5,0% en 2023, c'est encore une prévision, l'année n'est pas finie. Ce sont des niveaux inédits depuis le milieu des années 80, 1985. Alors naturellement, si on remonte davantage dans le temps, vous avez la chronique, la sortie de la guerre, le blocage des prix en 1953, ensuite le rebond, les chocs pétroliers, d'autres événements. Je crois que Vincent reviendra, et peut-être Olivier également, reviendront sur cette courbe. Mais depuis 2 ans, nous avons ponctuellement, on verra, changer de régime, sachant qu'avant la crise, le questionnement portait surtout
quasiment sur le manque d'inflation, puisque nous étions un peu en dessous de 2%. Alors, ce ne sont pas les confinements en eux-mêmes qui ont créé l'inflation. Vous voyez qu'en 2020, le chiffre est de 0,5 en moyenne annuelle, mais plutôt les conditions de réouverture des économies, avec, du point de vue de l'Europe, une poussée de prix qui a pour origine des causes extérieures. Au départ, une reprise très vigoureuse en Europe, mais encore davantage aux États-Unis, avec une très forte demande de biens. Et en face, des conditions de production qui sont restées difficiles, notamment en Asie, qui a gardé fermé, en Chine, qui a gardé son économie fermée pendant plus longtemps, comme vous le savez. Donc ça, c'est le choc de départ, mais progressivement, la base de l'inflation s'est élargie. Et bonjour Xavier. Est survenu ensuite le choc de la guerre en Ukraine. Alors ici, la série est un peu moins longue, il y a un peu moins de profondeur historique. Donc on part de 1990 et on représente chaque mois le niveau des prix. Donc il ne s'agit pas de glissement annuel, mais bien de niveau, donc en baissant début 1990. Alors les prix les plus volatiles et les plus dynamiques sur l'ensemble de cette longue période sont bien les prix de l'énergie, mais comme on le voit, donc c'est la courbe rouge, le mouvement s'est amplifié depuis 2022. Et la singularité par rapport au choc pétrolier, par exemple, c'est que cette hausse de l'inflation énergétique, elle est venue aussi par l'électricité et par le gaz. Alors, les niveaux restent à peu près stables, mais ils n'ont pas reflué. L'alimentation, c'est la courbe verte, comme vous le voyez, a progressivement pris le relais. Quand on étudie un choc d'inflation au départ importé, il y a des produits pour lesquels la mèche est très courte. Typiquement, les cours de pétrole vont se répercuter à peu près instantanément sur les prix à la pompe. Il y a les produits à mèche un peu plus longue. Typiquement, il s'agit des biens manufacturés, il s'agit de l'alimentation, où au bout de quelques trimestres, les fluctuations des cours se répercutent sur les prix à la consommation. Et puis ensuite, les produits à mèche beaucoup plus longue, qui transitent par la boucle prix-salaire, qui sont les services. Et donc, depuis le mois d'octobre, là, il s'agit donc de données mensuelles de glissement annuel. Donc, vous voyez le pic, qui a été un plateau d'une douzaine de mois à 6%. Nous sommes actuellement à 4%. Et vous avez la décomposition de cette inflation mensuelle, avec donc au départ une part prépondérante de l'énergie, c'est la partie rouge. L'alimentation a pris le relais à partir de la mi-2022 notamment. Et puis depuis le mois d'octobre, ce sont les services qui ont pris le relais. Pour autant, la vitesse des prix est sans commune mesure avec ce qu'on a connu notamment sur l'énergie et également sur l'alimentation. Mais c'est le poids des services qui fait la différence. Et puis une inflation un peu plus importante que par le passé. Je crois qu'Olivier disait que les services étaient le paquebot de l'indice des prix, parce que les services, c'est certes parfois plus indolore que la baguette de pain ou le café qu'on achète tous les matins, mais c'est quand même 50% du panier de consommation. Et puis, c'est plus indolore parce que ce sont des abonnements, ce ne sont pas des dépenses, de l'argent qu'on sort forcément tous les jours de son porte-monnaie, mais ce sont des dépenses qui pèsent dans le budget des ménages. Alors, ce qui a été notable sur la période, là, vous avez représenté le glissement annuel des prix des produits manufacturés d'une part en bleu et des services en jaune. C'est le fait, par exemple, que
l'inflation des biens manufacturés a été supérieure à celle des services, ponctuellement, pendant quelques mois, alors que, et on le voit aussi sur les graphiques en niveau, les prix des produits manufacturés sont d'ordinaire contenus par les gains de productivité, par les gains liés au commerce mondial, tandis que les prix des services, ici en jaune, sont en général plus dynamiques du fait des évolutions salariales. Donc ponctuellement, ça a été l'inverse et c'était relativement inédit. Les produits manufacturés, ils sont davantage exposés aux contraintes d'approvisionnement et donc leurs prix ont augmenté plus vite que ceux des services. Donc il y a bien eu une diffusion au prix intérieur vers la plupart des produits de consommation. En parallèle, les salaires ont augmenté progressivement. Alors, moins rapidement que les prix. Là, vous avez ici les derniers indicateurs de la DARES en bleu, derniers indicateurs de salaire en glissement annuel, avec l'indice des prix hors tabac, parce que c'est l'indice des prix hors tabac qui est utilisé dans la négociation salariale. Donc ces salaires nominaux, ils ont accéléré progressivement, comme vous le voyez, mais en termes réels, les salaires ont baissé en 2022. C'est l'écart entre les deux courbes, jaune et bleu. Les effets de boucle prix-salaire sont bien là. Il y a bien un entraînement à la hausse pour les salaires. À ce stade, la vitesse des prix et des salaires, on le voit sur ce graphique, en glissement annuel, est à peu près équivalente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spirale, il n'y a pas l'emballement tant redouté, mais les salaires, le glissement annuel des salaires rejoint peu ou prou celui des prix. Donc au total, la poussée inflationniste, elle a été plus durable, en tout cas moins éphémère que ce qui avait été prédit initialement. Elle a été de plus grande ampleur, mais elle peut être d'une certaine manière relativisée, puisqu'on voit en ce moment le reflux. Il s'agit bien à l'origine d'un choc de coûts importés. Et les termes de l'échange qui étaient très défavorables en 2022 se sont retournés maintenant en 2023. Les prix des exports sont plus favorables que ceux des imports. Donc nous ne sommes pas à ce stade dans une dynamique auto-entretenue du type de celle des années 70, et la politique monétaire y est là pour nous aider, vous y reviendrez. Pour autant, est-on revenu complètement à la normale en termes de conditions de production? Là, vous voyez les résultats d'une partie de nos enquêtes de conjoncture dans l'industrie, où nous interrogeons chaque trimestre les entreprises sur les difficultés auxquelles elles font face, ici résumées sous forme de difficultés d'offres ou de difficultés de demande. Alors ces difficultés de demande en bleu, les difficultés d'offres, pardon, en bleu, elles ont atteint des niveaux inédits pendant l'année 2022. Elles refluent depuis, mais comme vous le voyez, nous ne sommes pas encore revenus à la moyenne historique, loin s'en faut. Donc les conditions de production ne sont pas complètement revenues à la normale. Ça peut recouvrir parfois des restes de difficultés d'approvisionnement, des difficultés de recrutement également. Mais en tout cas, ça peut poser question pour l'avenir de l'inflation. On voit par ailleurs que nous sommes, hélas, soumis à des chocs et des incertitudes géopolitiques au moins plus fréquentes ces dernières années. Et donc, de la suite de cette courbe dépendra sans doute une partie des réponses à ce que sera l'inflation pour les années à venir. Merci beaucoup. Merci Julien. Donc si je retiens un message, c'est que si j'ai bien compris, l'inflation dans l'alimentaire est en train de se stabiliser, voire est en train de tout à fait légèrement refluer, peut-être.
Ça, c'est la bonne nouvelle en septembre, qu'on n'a pas encore peut-être notée. En septembre, c'était moins 0,3% pour les prix de l'alimentation. Et en octobre, le chiffre de ce matin, publié par l'INSEE, c'est de 0,0%. Donc octobre par rapport à septembre. À comparer alors naturellement, les chiffres ne sont pas désaisonnalisés, mais on peut les comparer tout de même à la vitesse mesurée en début d'année 2023, où nous étions à 1,7, 1,8% par mois, en janvier, en février, en mars. Donc l'inflexion est tout à fait nette. Et si on regarde un peu en amont, les prix à la production, les prix en sortie d'usine agroalimentaire, la baisse, elle est amorcée depuis 4-5 mois maintenant. Donc c'est logique, il y a ce décalage de quelques mois entre les prix à la production et ensuite les prix à la consommation. Et puis alors il y a un deuxième fait que je voulais sur lequel tu voulais que tu me dises si j'avais bien compris, c'est la guerre en Ukraine, ça fait augmenter le prix de l'énergie, tu l'as dit, le gaz. Ça fait aussi augmenter les prix de l'alimentaire à peu près au même temps. Ça c'est ma question, parce que mes souvenirs en tant qu'économiste sont des fois un peu flous, mais ce que tu sembles dire, c'est que sur les prix de l'énergie, on a surtout vécu ça en 2022, je crois qu'on s'en rappelle à peu près tous, et sur les prix de l'alimentaire, c'est ce que tu viens de dire, c'était plutôt en fait dans le premier semestre, c'est-à-dire ces 9 derniers mois. Ça, c'est deux faits qu'on peut aussi garder à peu près en tête. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la même, c'est pas monté à la même vitesse et c'est pas monté au même moment, et ça, c'est parce que je voudrais peut-être, si tu es d'accord avec ces faits-là. Alors, je pense que Anne peut nous dire beaucoup de choses sur l'alimentaire, parce que toi, tu nous as dit sur l'énergie, ça va très très vite, la transmission. Oui. Et si ces faits sont vrais, si j'ai bien compris, alors il y a quelque chose... Après, il y avait déjà des pressions à la hausse sur les cours des matières premières alimentaires avant la guerre en Ukraine, parce que, encore une fois, du fait, je pense, des conditions de sortie de crise Covid, donc les chaînes d'approvisionnement étaient tout de même perturbées, et la guerre en Ukraine en a rajouté, à partir de février-mars 2022. Oui. Mais les cours des matières premières alimentaires ont commencé à se stabiliser, voire à refluer assez tôt, à partir pour certains cours, de la mi-2022. Okay. Donc ils ont été les plus élevés en mars, avril, mai, au printemps 2022, et puis ensuite il y a eu stabilisation, reflux. Après, chaque cours a son histoire particulière. Il y a les chocs géopolitiques, comme bien sûr ce qui se passe à l'est de l'Europe. Il y a les chocs climatiques aussi. Regardez actuellement les cours du sucre, les cours de l'huile d'olive, liés pour l'huile, du moins l'huile d'olive à la sécheresse en Espagne, liés pour les cours du sucre au phénomène El Niño dans le Pacifique Sud. Donc ces cours agricoles, ils sont aussi tributaires, bien sûr, des conditions de culture. Du coup, Anne, vous avez coordonné, je crois, un rapport pour l'inspection générale des finances donc sur la France. Je dis ça parce que Xavier vient de Belgique. L'inspection pour le ministre. De l'inspection pour le ministre sur la question des prix alimentaires. Et quelque part, en fait, ça va du choc, c'est-à-dire il y a un choc au départ. Alors, il y en a deux, j'ai l'impression, plutôt. Et vous avez, en quelque sorte, une explication, une compréhension de cette différence de transmission du choc alimentaire vers en fait les prix que nous, en tant que consommateurs, on paye. Et alors du coup, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il faut savoir ? Je peux dire vraiment beaucoup de choses, donc je vais essayer de dire moins de choses que ça. Juste un petit mot peut-être pour dire que l'inflation des prix alimentaires, des biens alimentaires, ça n'est pas l'inflation. Puisque évidemment c'est une partie de la consommation des gens, mais ça joue un rôle important parce que ça fait l'objet d'achats répétés et finalement ça joue un rôle plus important que le vrai poids dans le budget parce que ça participe beaucoup à l'inflation perçue par les gens à cause du fait que ces achats sont récurrents. Évidemment, quand on achète un ordinateur, on ne fait pas ça tous les jours ni toutes les semaines, et donc la perception que l'on a de l'inflation des différents produits n'est pas du tout la même. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de questionnements du gouvernement et en particulier du ministre de l'économie sur ce qu'il fallait faire face à l'inflation alimentaire. Est-ce qu'il faut mettre en place un bouclier tarifaire comme on en a mis un sur les produits énergétiques ?
du fait justement de cette inflation perçue beaucoup plus importante en réalité que l'inflation tout court. Alors, l'inflation, en gros, ça peut être soit lié à des chocs d'offres, ça a été dit, soit lié à des chocs de demande, soit aux deux. Et là, dans l'inflation alimentaire telle qu'il nous avait été demandé de l'examiner il y a à peu près 1 an, et puis on a revu un peu les chiffres dans le courant de l'année 2023, il y avait une combinaison de facteurs d'offres qui allaient tous dans le même sens. Et ça, c'est finalement, du point de vue je ne suis pas du tout conjoncturiste, mais du point de vue de la conjoncture, c'est intéressant parce que c'est rare finalement que tout aille dans le même sens. Alors c'était quoi ces facteurs simultanés et multiples? Il y avait des facteurs liés à la guerre en Ukraine, le blé, le prix du blé évidemment, le prix du colza, mais aussi le prix du gaz. Il y avait des facteurs liés à la crise sanitaire, alors ça qui ont joué un rôle un peu moins grand dans l'explication des prix alimentaires, parce que, par exemple, il y a eu une crise des containers. L'objet container a fait l'objet d'une très très forte demande qui était liée au fait qu'en Chine, tout était encore bloqué, puisque, en fait, si on se souvient, il y a eu plusieurs épisodes répétés et très décalés dans le temps de reconfinement dans certaines parties de la Chine qui empêchaient les containers de circuler. Et puis, au même moment, il y avait une reprise aux États-Unis avec notamment une très grande difficulté à recruter des dockers, ce qui fait qu'il y a eu des tas de containers qui ont été bloqués dans les ports, notamment de la côte ouest des États-Unis. Donc il y avait une crise du transport maritime. On en a entendu parler d'ailleurs beaucoup en France, puisque quand on se posait la question de savoir s'il y avait des super profits, c'était aussi une des choses qu'on nous demandait dans cette mission, eh bien, on parlait en réalité beaucoup de choses qui n'avaient que peu de choses à voir avec la crise des prix alimentaires. Il y avait une crise climatique. Alors on a oublié qu'il y a eu une pénurie de moutarde, par exemple, qui a été liée au fait que la récolte de moutarde au Canada a été amputée pratiquement d'un tiers à cause de la sécheresse qui a sévi au Canada. En France, il y a eu aussi des épisodes de sécheresse qui ont expliqué des difficultés d'approvisionnement en fourrage et en aliments pour bétail, d'où un renchérissement du prix du lait, du prix du beurre, du prix de la viande de bœuf, etc. Et puis, la sécheresse a expliqué aussi des pénuries dans le domaine des fruits et des légumes. Et puis, évidemment, au-dessus de tout ça, la crise énergétique avec le gaz en Ukraine, mais aussi, on l'oublie, l'arrêt de certaines centrales électriques nucléaires en France à cause des opérations dites de grand carénage, c'est-à-dire de révision, de maintenance approfondie des centrales. Or, c'est avec du gaz qu'on produit notamment des engrais azotés qui viennent dans la production, qui sont utilisés par les agriculteurs pour fertiliser leurs champs à tort ou à raison. Alors, le truc intéressant, c'est qu'une fois qu'on a tous ces facteurs, comment ces facteurs se transmettent-ils dans le cas particulier des produits alimentaires dans les différents chaînons? En gros, on a les prix agricoles, les prix des matières premières agricoles qui sont impactés par les éléments climatiques, etc. Et puis ensuite, ces produits agricoles, ils sont vendus soit directement à la grande distribution, soit à l'agro-industrie qui va les utiliser pour les transformer. Si on s'intéresse à l'industrie agroalimentaire, qui constitue évidemment un débouché principal des produits alimentaires. L'agro-industrie, ça fonctionne en gros à partir de 2 types de matières premières. Les matières premières agricoles, qu'on appelle dans le jargon des industries agroalimentaires les MPA, matières premières agricoles, et les matières premières industrielles, comme par exemple les emballages, les produits chimiques utilisés dans la production, etc. Et puis entre les deux, enfin en plus de tout ça, on a le processus de production, et ce processus de production, il fait souvent intervenir de l'énergie. Je vais prendre un exemple pour vous montrer comment tout ça se combine. Prenez l'exemple d'un fabricant de confiture. On a interrogé par exemple un des principaux, pour ce rapport, un des principaux producteurs de confiture en France. Donc, quels sont ses intrants? Il utilise des fruits, il utilise du sucre. Et dans son processus de production, il y a essentiellement l'utilisation de gaz pour chauffer les fruits et le sucre et produire des confitures. Et puis une fois que la confiture est prête, il faut la mettre dans un emballage. Et ça, c'est du MPI, matière première industrielle. Donc ils achètent des emballages en verre parce que les confitures, ça se conserve dans des pots en verre, comme tout le monde l'aura remarqué. Et le verre, eh bien, ça se fabrique avec du gaz parce qu'il faut chauffer des matériaux à très haute température. Donc notre pauvre fabricant de confiture, s'il
il n'a pas la chance d'être multiproduit, c'est-à-dire que sa production est essentiellement centrée sur la production de confitures, il utilise donc toutes ces matières premières et ces processus de production que je viens d'indiquer. Et tout ça, en 2021-2022, augmente de manière absolument considérable. Donc le voilà avec finalement des emballages payés au prix fort, de la confiture dedans qui a été très chère à produire, et le voilà devant la grande distribution pour négocier les prix avec la grande distribution. Alors, comment ces hausses de prix se répercutent? Ça, c'est intéressant parce que là, il y a là une spécificité française, on aura peut-être l'occasion d'en reparler quand on comparera avec la Belgique, qui est que, à cause du fait que la grande distribution s'est progressivement beaucoup concentrée en France et que par ailleurs les agriculteurs ont un poids politique important, il y a au fil des années toute une série de régulations qui ont été imposées à la grande distribution, généralement assez contre-productive, il faut bien dire, y compris pour l'objectif, c'est-à-dire de protéger les revenus des agriculteurs, comme par exemple de gêner l'entrée de nouveaux distributeurs sur le marché. Alors pourquoi c'est contre-productif? Parce qu'évidemment, ça renforce le pouvoir de marché des acteurs en place au lieu qu'il y ait plus de concurrence et plus d'acteurs de la distribution actifs. Mais ça, je ne vais pas revenir sur ce débat qui est un autre débat. Tout ça pour dire qu'en France, on a eu énormément de régulations pour protéger le revenu des agriculteurs, et la dernière en date s'appelle Egalim. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi Egalim? C'est une loi qui dit, lorsque les agriculteurs négocient directement avec la grande distribution, ou lorsque les industriels négocient avec la grande distribution le prix d'achat des produits alimentaires, il y a une part qui est sacralisée, c'est le prix des matières premières agricoles. En d'autres termes, j'ai acheté des fruits pour fabriquer des confitures, je vais voir le distributeur pour négocier le prix d'achat du distributeur vis-à-vis de mes produits. Il y a une chose dont on ne va pas parler parce qu'elle est réglée par Egalim, c'est que de toute façon, le prix auquel on m'achète ma production doit couvrir le prix des matières premières agricoles. Reste évidemment le reste, c'est-à-dire les fameuses matières premières industrielles. Et là, ce qui s'est passé, alors il y a une autre caractéristique de la négociation entre producteurs et distributeurs en France, c'est que ces négociations n'ont pas lieu au fil de l'eau, elles ont lieu pendant une période qui est très encadrée et qui doit se terminer au 31 mars, je crois. Donc elles ont lieu, ces négociations, entre le 1er janvier et le 31 mars. Donc, en amont de ces négociations, les industriels arrivent avec des hausses de prix qu'ils demandent à la grande distribution, et puis la négociation s'engage et les distributeurs disent « j'accepte une hausse de prix de tant de %, mais là ce que vous me demandez c'est trop », etc. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les négociations entre l'industrie et la grande distribution en 2022 ? Eh bien, les industriels, dont j'ai décrit le sort en prenant l'exemple du fabricant de confitures, sont arrivés avec des revendications de hausse de prix auprès des grands distributeurs de l'ordre de 17%, et ils sont arrivés à en passer, c'est le terme qu'ils utilisent, ils disent « on a passé » 6% de hausse des prix. Donc les voilà avec des coûts qui ont augmenté de manière importante, qui les faisaient demander des hausses de prix de 17% et qui finalement se sont traduites, en tout cas pendant la première phase de ces négociations, par des hausses acceptées par la grande distribution de 6%. Donc, il y a eu, évidemment, sur l'industrie agroalimentaire, une pression très très forte dans cette première phase sur les marges, puisqu'ils n'ont pas pu répercuter leur hausse de prix. Ceci s'est traduit par un retard à l'allumage dans la manière dont les consommateurs ont subi les hausses de prix en France, puisque dans un premier temps, les hausses de prix effectivement répercutées ensuite par la grande distribution qui elle-même, alors il manque cet échelon, cette étape, est-ce que les distributeurs ont répercuté les 6% de hausse de prix négociés avec les industriels? Réponse non. Ils ont beaucoup comprimé leurs marges eux aussi, à cause de la concurrence en prix, parce que malgré tout, il y a beaucoup de concurrence en prix entre les grands distributeurs, et notamment, alors ça dépend beaucoup d'un autre facteur qui est la concurrence locale. C'est-à-dire, il y a en gros 5 ou 6 grandes enseignes en France, mais il arrive que ces enseignes soient toutes présentes dans les mêmes marchés géographiques accessibles
accessibles aux mêmes consommateurs. Et dans ces cas-là, les grandes surfaces se font une concurrence en prix très sévère. C'est moins le cas. Et donc les prix finaux observés par les consommateurs dépendent beaucoup de ça. C'est moins le cas quand il y a une position dominante locale d'un distributeur qui lui permet de s'affranchir de la concurrence des autres. Donc, grosso modo, de début 2022, les industriels ne sont arrivés qu'à faire passer un tiers, en gros, de leur hausse des prix. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, aussitôt les négociations annuelles terminées, officielles, ils ont demandé la réouverture d'un nouveau cycle de négociation avec la grande distribution, chose qui se fait très rarement. En général, en France, tout ça est parfaitement encadré par la loi. Au 31 mars, c'est terminé. Ou 30 mars, non, il y a combien de jours en mars ? 31. Au 31 mars, c'est fini. Et on roule comme ça avec les prix qui ont été négociés en début d'année. Ici, en 2022, ça n'est pas ce qui s'est passé. Les distributeurs ont accepté de réouvrir des négociations parce qu'ils sentaient bien qu'ils mettaient eux-mêmes les industriels dans des positions très difficiles. Et de fait, il y a des industriels qui ont eu vraiment des pertes de marge très importantes. Donc les distributeurs ont accepté de renégocier. Pourquoi ils ont accepté de renégocier ? Eh bien parce qu'ils ont essentiellement accepté de renégocier en ce qui concerne ce qu'on appelle les produits premier prix et les marques de distributeurs. La raison pour cela, en tout cas c'est celle qu'ils expliquent et elle est tout à fait crédible, c'est que dans la mesure où ils sont soumis à une concurrence en prix entre eux assez forte, ils recherchent des éléments de différenciation, de manière à ce que, dans l'esprit des consommateurs, Intermarché, c'est pas pareil que Carrefour, Carrefour, c'est pas pareil que Leclerc, etc. Et ce qui leur permet de faire ça, c'est évidemment pas le Coca-Cola, parce qu'il est le même dans toutes ces grandes surfaces, mais c'est par contre les marques de distributeurs, c'est-à-dire celles qui sont estampillées, produits Carrefour ou produits XYZ. Et donc, ils ont eu peur d'être privés, au fond, de ces produits qui leur permettent d'être identifiés dans la perception des consommateurs, et ils ont accepté de rouvrir les négociations essentiellement sur ces produits-là. Moralité, dans le reste de l'année 2022, les industriels ont réussi à faire passer progressivement une bonne partie des hausses de ces fameuses MPI, les matières premières industrielles, dont je parlais tout à l'heure. Et ça évidemment, ça finit par se traduire par des prix sur l'étiquette auxquels fait face le consommateur qui ont eux aussi augmenté. Mais cette augmentation a été beaucoup plus lente. Donc en gros, il y a eu un certain retard dans les transmissions de hausse des prix depuis les facteurs très en amont, la guerre en Ukraine, le blé bloqué dans les ports ukrainiens, etc., jusqu'à le produits de boulangerie industrielle vendus aux consommateurs. Ces hausses se sont répercutées avec énormément de délais, de viscosité, disons, dans les différentes stades de la négociation. Aussi bien les industriels que les grands distributeurs ont comprimer leurs marges, mais les industriels beaucoup plus que les distributeurs encore. Donc, pour, en passant, répondre à une des questions qui nous était posée, est-ce que dans cette chaîne agroalimentaire, il y a des surprofits, c'est-à-dire, en gros, des gens qui se sucrent au passage et qui profitent de l'inflation pour faire passer sur le dos de l'inflation ce qui est en fait une recherche de profit accru dans les produits que nous avons examinés. Alors bon, on a regardé d'une part des stats, mais on a aussi regardé vraiment des produits individualisés. Donc on avait un panel de 10 produits sur lesquels on avait des statistiques beaucoup plus fines et beaucoup plus précises. Sur aucun de ces 10 produits, donc on a regardé des marges au travers de tous les stades de production jusqu'au consommateur, produit par produit. Et ce qui apparaissait clairement, c'est qu'il n'y avait pas de surprofit. Donc ce phénomène de « on se sucre au passage » était plus fantasmé que réel. Néanmoins, évidemment, les hausses ont fini quand même par se répercuter avec retard sur les consommateurs et la hausse des prix alimentaires a fini par être très importante en 2022. Je ne sais pas si Julien a le chiffre pour 2022 de la hausse des prix alimentaires, mais c'était de l'ordre de 15 ou 16%. Oui, et donc au maximum, enfin, le glissement annuel a atteint presque 16% voilà, en mars 23. En cumulé, depuis le début de l'épisode, on doit être à une vingtaine de points, vingtaine de pourcents d'inflation. Exactement, plus cher qu'avant la poussée. C'est ça.
Ça n'a pas été 20% d'un coup, ça a été donc un pourcentage de hausse qui s'est finalement étalé sur l'année, qui a été très important, mais sans pour autant faire apparaître de surprofit. Je pourrais revenir sur certains de ces éléments plus tard. Merci beaucoup, Anne. Et alors, je vais faire une annonce pour ceux qui sont en ligne ou ceux qui sont dans la salle. J'ai une tablette ici, ça me permet de recueillir les questions que vous avez et de les poser aux intervenants. Donc, n'hésitez pas à envoyer ça au numéro qui apparaît là-bas, en 07, quelque part. Voilà, ici, appel non surtaxé. Xavier, ça appelle ce que Anne vient de dire, c'est-à-dire cette montée progressive de l'inflation sur l'agroalimentaire en France. Et personnellement, j'espère, la baisse qui pourrait arriver, à savoir ce qui s'est passé en Belgique. Parce que moi, quand je regarde, hier, il y avait le taux d'inflation italien qui est beaucoup plus bas que le taux d'inflation français. Mais du coup, je n'ai pas regardé le belge parce que je me suis dit que sinon, j'allais te piquer l'exclusivité. Comment ça s'est passé en Belgique et où ça en est? Et est-ce que les mêmes mécanismes sont à l'œuvre? Parce qu'il y a des choses, elle a dit, Anne, qui sont du domaine de la loi. Mais il y a des choses qui sont aussi du domaine des lois de l'économie ou des lois de pas de chance, si j'ai entendu le début de ce que Anne a dit. Alors, bon, je vous rassure, hein, en Belgique, effectivement, on a connu aussi beaucoup d'inflation et aujourd'hui, elle est fortement à la baisse. Donc, globalement, pour l'instant, l'inflation, si on la mesure mois après mois en Belgique, elle est négative. Et sur l'ensemble de l'année, on sera en dessous des 2% de la BCE. Ceci dit, l'année dernière, c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a eu un pic d'inflation à plus de 13% quand même. Donc voilà, alors pourquoi tout ça? En grande partie, ça relève évidemment de facteurs qui sont des facteurs beaucoup plus institutionnels, mais aussi de facteurs qui relèvent tout simplement de la politique macroéconomique. Parce que finalement, l'inflation, c'est quoi? D'un point de vue macroéconomique, c'est simplement le résultat de tensions qui existent entre l'offre et la demande, mais des tensions qui sont répandues dans l'ensemble de l'économie. Donc si tous les marchés sont en tension parce qu'il y a trop de demandes par rapport à l'offre, vous aurez tendance à avoir de l'inflation, tous les prix ont tendance à augmenter en même temps, et vice-versa dans le cas contraire. Alors, un des problèmes de l'inflation, c'est que fondamentalement, c'est quand même aussi quelque part une taxe. Et je pense que quand on analyse et quand on essaie de comprendre exactement pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas l'inflation, il faut quand même se rendre à l'évidence. C'est une taxe qui est régressive et arbitraire. Alors c'est une taxe parce que, un peu comme la mort, personne n'y échappe, hein, d'accord, on est obligé d'y faire face, comme ça. Elle est régressive parce que ce sont les moins favorisés qui payent relativement plus cette taxe d'inflation, puisque la consommation est pour eux une part, ou représente pour eux une part plus importante de leurs revenus. Et enfin, elle est complètement arbitraire, parce qu'effectivement, elle organise un transfert, et ce n'est pas l'Assemblée nationale qui vote pour ça, elle organise un transfert entre les épargnants et les gens qui sont endettés. Je ne sais pas en France quelle est la situation, par exemple, au niveau des prêts hypothécaires, mais en Belgique, on n'a que du taux fixe à 20 à 30 ans. Et je peux vous dire que si vous avez la chance d'avoir un crédit hypothécaire à taux fixe à 20 ans, l'inflation, vous êtes content. Pourquoi? Parce qu'en plus, en Belgique, on a un truc que le monde entier nous envie, qui est l'indexation automatique des salaires. Donc, vous voyez que ce transfert est complètement arbitraire et c'est une des raisons pour lesquelles, évidemment, non seulement en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'économiste, on doit profondément détester l'inflation. Alors, il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, mais qui est cette tendance viscérale de l'inflation à s'auto-alimenter. Alors, par exemple, elle s'auto-alimente si, imaginons que tous ici dans la salle, on se mette à anticiper que l'inflation, elle ne soit pas de 2% par an parce que la BCE fait bien son boulot, mais de 15% par an, vous vous dites, flûte, moi j'ai des billets en euros ici sur la table, si j'attends l'année prochaine pour les dépenser, ils auront moins de pouvoir d'achat. Donc qu'est-ce que je fais rationnellement? Je vais les dépenser aujourd'hui. Et en faisant ça, vous accroissez cette tension offre-demande et vous allez vous-même incidemment contribuer à l'inflation. C'est évidemment aussi cette persistance ou cette tendance à l'auto-alimentation de l'inflation le résultat du fait que les comportements individuels peuvent changer. C'est pour ça qu'on parle de régime d'inflation, c'est-à-dire quelles sont les conditions, je vais dire, de comportement, presque microéconomiques, qui déterminent le fait que l'inflation persiste.
et c'est quelque chose dont Anne a parlé, finalement, si mes voisins augmentent tous leurs prix, moi aussi je vais augmenter mes prix, ce sera ni vu ni connu, on pourra le faire incognito. Et en plus de ça, on pourrait même avoir des phénomènes, ce qu'on appelle parfois, c'est pas du français du tout, mais on appelle ça... Enfin, en Belgique, on a popularisé le terme puisqu'on a quand même plusieurs langues nationales, donc parfois on se concentre sur l'anglais. Le terme greedflation, greed, c'est la gourmandise, c'est la cupidité. On va effectivement essayer d'exploiter en tant qu'entrepreneur cet environnement inflationniste pour augmenter ses marges. Alors, en Belgique, on a fait des études là-dessus, pour savoir si vraiment c'était le cas. Et comme en France, on n'a pas conclu au fait qu'il y avait eu un phénomène généralisé de greedflation. S'il y a eu de la greedflation, c'était dans certains secteurs, un secteur qu'on aime détester, qui s'appelle l'ORECA en Belgique, c'est-à-dire hôtel, restaurant, café. Je peux vous dire que le prix de la bière a beaucoup augmenté à mon grand désespoir. Donc, voilà. Alors, bien sûr, ça alimente aussi des exigences de hausse salariale, et donc ce sont les effets de second tour que les économistes et les macroéconomistes détestent, notamment dans les banques centrales. Et tout cela fait en sorte que, à la fin, pour se protéger contre l'inflation, on va aussi demander des réglementations, des clauses d'indexation. Alors en Belgique, on est les spécialistes de l'indexation. Tout est indexé sur l'inflation, donc on a vite un phénomène d'accélération de l'inflation et on doit vite craindre ces effets de second tour. Et c'est ce qui fait dire parfois que cette tendance de l'inflation à s'auto-alimenter, finalement, quand on laisse l'inflation s'installer et qu'on essaye de la remettre en place et de la ramener à des niveaux plus raisonnables, eh bien, ça revient à essayer de remettre le dentifrice dans le tube quand on est allé trop loin dans la quantité de dentifrice qu'on a mis sur sa brosse. Donc c'est compliqué, c'est pour ça qu'on n'aime pas laisser l'inflation s'installer, surtout les banquiers centraux, comme Olivier et moi, on déteste ça. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on a eu ce choc inflationniste et qu'est-ce qui a véritablement changé entre aujourd'hui, je vais dire, et il y a 3 ans. Alors, il y a 3 ans, si vous réfléchissez au régime d'inflation, c'était Waterloo, morne pleine. Il ne se passait rien. Et l'inflation était bien en dessous des radars. Alors, quand les choses se passent comme ça, c'est-à-dire on a une inflation qui, on pourrait dire comme toute taxe, devrait être basse et prévisible, on se dit, soit c'est good luck, soit c'est good policies. En général, il faut les deux. Donc il faut de la chance et des bonnes politiques. Alors de la chance, on en a eu pendant des années, en quelque sorte, puisqu'effectivement, on avait des ressources qui étaient relativement abondantes. Personne ne se posait la question il y a 3 ans de savoir si on allait avoir accès illimité au gaz russe à bas prix. C'était une énergie peu chère et personne ne se posait la question de savoir ce qui allait arriver avec cette source d'énergie peu chère. Et on avait aussi un certain nombre de tendances déflationnistes qui étaient liées simplement au phénomène de globalisation de l'économie et d'extension des chaînes de valeur. Aujourd'hui, un produit aussi banal qu'un iPhone que j'ai dans ma poche, il est passé par de multiples pays. Il y a des composants électroniques de multiples pays et tout cela est fait avec une seule idée en tête, c'est maximiser l'efficience du processus de production. Évidemment, on n'a pas pensé à la résilience de ce processus de production. Qu'est-ce qui se passe quand on a une Covid ? Ça, visiblement, on n'y a pas pensé. Mais en termes d'efficience, ça a été très bien et donc on réduit les coûts. Et donc toutes ces tendances se sont mises en place pour réduire les coûts. Alors on pourrait dire qu'effectivement il y a eu aussi un vieillissement assez global de la population et des gens comme moi, oui, j'ai l'âge que j'ai et donc j'essaye d'épargner aujourd'hui beaucoup de manière à pouvoir maintenir mon niveau de vie plus tard. Donc on a eu un phénomène d'épargne excessive et donc d'insuffisance quasi structurelle de la demande. Ça, c'était le Waterloo morne pleine d'il y a quelques années. Et ensuite, bien sûr, il y avait des bonnes politiques parce que depuis les années 90, notez l'effort de dire 90, depuis les années 90, effectivement, on a des banques centrales indépendantes un peu partout dans le monde, dont l'objectif est effectivement de garantir une inflation basse et stable. Et je pense qu'à ce niveau-là, les banques centrales sont parvenues à effectivement garder le cap de la stabilité des prix. Alors maintenant, évidemment, la Covid a dérangé tout ça. Et on a eu 2 chocs massifs, d'une part la Covid et d'autre part le choc sur les prix énergétiques. Alors pourquoi est-ce que la Covid a été inflationniste ? Est-ce qu'on l'a vu
venir tout de suite. Oui, la Covid a été inflationniste. L'inflation a commencé à augmenter bien avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. Donc ça, il faut être clair. Et pourquoi est-ce que ça a augmenté? Parce qu'on a des gouvernements qui ont fait des efforts considérables pour protéger l'économie, que ce soit l'offre et la demande. Et ils l'ont fait à coût de milliards et de dizaines de milliards d'euros. Ils ont accumulé de la dette publique et ça a très, très bien marché. Et en particulier, ce qui a très bien marché, c'est qu'on est parvenu à préserver le revenu des consommateurs. Et donc, les consommateurs se sont retrouvés dans cette situation un peu bizarre où leur revenu était assez bien protégé dans l'ensemble. Je ne parlerai pas de situation individuelle, je parle vraiment comme un macroéconomiste au niveau agrégé. Mais globalement, les consommateurs ont été bien protégés. Et donc, ils se retrouvaient face à une situation où ils ne pouvaient pas dépenser puisqu'ils ne pouvaient pas sortir. Il fallait une attestation de sortie ou alors avoir la chance d'avoir un chien pour le sortir régulièrement, ce qui était mon cas, Dieu merci. Et donc, finalement, il y avait quand même une contrainte sur la capacité à dépenser. Et ce qui s'est passé, et de l'autre côté, vous avez entendu tout à l'heure, il y a eu des contraintes sur les chaînes de valeur. Ces chaînes de valeur ont été fortement stressées. Ça a été la catastrophe sur le transport maritime et ce genre de choses. Et donc, on s'est retrouvé, lorsque finalement on a pu être libéré des contraintes sanitaires, dans une situation où vous avez une demande qui a redémarré. Alors, j'aime bien l'idée des mèches courtes. La mèche sur la demande, elle était super courte. Mais alors, sur l'offre, la mèche, elle a été beaucoup plus longue parce que, vous savez, désolé, mais si vous voulez augmenter la production de pétrole, il ne suffit pas d'aller dans le désert du Qatar pour tourner un robinet. C'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, tout ça met du temps à se remettre en place. Donc, vous avez eu des tensions offre-demande qui étaient là, qui ont persisté pendant un certain temps. Et puis, boum, le choc gazier, puisque ce n'est pas un choc pétrolier, mais le choc gazier est arrivé. Et ce choc gazier a concerné essentiellement l'Europe. Alors, pour la Belgique, c'était une catastrophe, parce que non seulement tout est indexé, bien sûr, mais en plus de ça, nous avons eu cette situation où, finalement, le prix de l'électricité en Belgique, il est déterminé par une règle. La règle, par exemple, c'est simplement que le prix auquel on doit, qu'on doit demander aux consommateurs, il est strictement égal au coût marginal de production de l'électricité. Donc le coût marginal, c'est le coût auquel fait face l'unité de production d'électricité la moins efficace. Alors forcément, quand vous faites face à une hausse du prix du gaz de 300%, la moins efficace, c'est forcément le prix du gaz. Et donc vous avez eu cette tempête parfaite où effectivement le prix du gaz et le prix de l'électricité se sont mis à augmenter en même temps. Alors, chez nous, l'indexation des salaires, elle se fait par rapport à un index dit santé, c'est-à-dire qu'on exclut l'essence, le diesel et tout ça. Par contre, le gaz et l'électricité, c'est dans l'index santé. Donc, on a eu des indexations salariales absolument phénoménales. C'était la fête, tous les 2 mois, les salaires augmentaient de 2-3%. Et voilà, alors ceux qui avaient la malchance d'être indexés seulement une fois par an, eh bien, à la fin de 2022, en fait au début 2023, ils ont eu une hausse de salaire en moyenne de 11,2%. Donc c'est pas mal, C'est pas mal. Mais voilà, et donc tout cela explique fondamentalement pourquoi on peut avoir des différences très très grandes, en fait, entre les expériences d'inflation de pays comme la France et la Belgique, qui sont des pays voisins, même assez similaires, etc. Et puis finalement, on observe que les réactions de l'inflation sont très différentes. Et effectivement, c'est toutes ces règles que l'on a, tous ces accords, tous ces contrats qui existent et qui sont différents d'un pays à l'autre, peuvent amener à des distorsions, des différences d'inflation qui sont extrêmement grandes. Alors, pour répondre à la question, est-ce que fondamentalement on a changé de régime d'inflation ? Oui et non. Personnellement, je pense que oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était Waterloo, Morneau. Alors si vous êtes Olivier Blanchard, vous n'y croyez pas du tout. Tout va revenir. Dans 3 mois, peut-être qu'il y croira. J'en sais rien. Enfin, bon, en tout cas, apparemment, on va revenir avec des taux d'inflation très bas et des taux d'intérêt aussi extrêmement bas. Mais il est assez difficile de croire aujourd'hui qu'effectivement on est dans un monde où on va vraiment retourner vers cela. Je vous ai dit, on avait des tendances avant
la Covid et tout cela, où effectivement l'énergie n'était pas chère. La Chine ajoutait chaque année à l'offre de travail globale des millions de travailleurs qui étaient heureux de quitter leur champ pour aller dans des chaînes de production. Et l'obsession des entreprises qui étaient en charge d'établir toutes ces chaînes de valeur, c'était évidemment l'efficience et non pas la résilience. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On n'en est plus là. L'énergie est chère. On ne voit pas comment elle va baisser, surtout dans un contexte où c'est le verdissement de l'économie qui nous concerne. Alors si on veut verdir l'économie, je suis désolé, on peut jouer avec les réglementations sur les quantités, etc. Il faudra aussi jouer un petit peu sur les prix. Et donc le prix implicite ou explicite du carbone va augmenter. D'accord ? Et ça, on l'a vu, même le prix explicite. On a un prix explicite en Europe via ce marché des permis de polluer, le marché ETS. Et effectivement, aujourd'hui, une tonne de carbone, ça vaut quand même 100 €, ce qui est quand même 3 fois le prix d'il y a quelques années. Donc, tout cela est en train de se mettre en place, et c'est un des éléments, à mon avis, durables, qui n'est plus là aujourd'hui et qui n'est plus cette source déflationniste qu'on a eue pendant des années avant essentiellement 2020 essentiellement. Alors, on est aussi dans cette situation où, au niveau de la politique monétaire, alors pour nous, les banquiers centraux, il y a un truc qu'on adore en termes de régime macroéconomique, c'est la divine coïncidence. Alors on aime bien les beaux noms, etc., mais la divine coïncidence, c'est quoi ? Essentiellement, ce qui régule ou ce qui génère ou ce qui produit en quelque sorte le cycle d'affaires, c'est la demande. Alors ça tombe bien, quand il y a beaucoup de demandes et qu'il n'y a pas assez d'offres, l'inflation augmente un peu. Qu'est-ce que fait la Banque centrale ? Justement, elle dispose d'une arme qui sont les taux d'intérêt. Donc on resserre les conditions financières et donc la demande va baisser un petit peu partout dans l'économie. Et c'est comme ça que face à des dérèglements de demande ou à des excès de demande, on peut tout de suite intervenir. Inversement, quand la demande est insuffisante et que l'inflation est en dessous de la cible. Et donc cette divine coïncidence, c'est très très gai pour nous parce qu'on contrôle le canal ou le déterminant principal, en tout cas, du cycle d'affaires et partant de l'inflation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de contraintes d'offres. Et donc, quand on pense au cycle d'affaires aujourd'hui, il faut aussi réfléchir beaucoup à ce qui se passe du côté de l'offre. Et là, on est beaucoup moins bien équipé, parce que quand on a un choc d'offres négatif, d'accord, non seulement les quantités diminuent, mais les prix évidemment, ont tendance à augmenter. Et donc, quand vous contrôlez la demande, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous avez le choix cornélien de dire on va accommoder les baisses de quantité et créer du chômage, essentiellement, ou réduire l'activité, d'accord ? Parce que notre objectif, c'est effectivement de contrôler l'inflation. Donc, c'est une situation qui est beaucoup plus compliquée. Qu'est-ce qui a changé aussi ? Ce qui a changé aussi, c'est que nos finances publiques sont sorties complètement exsangues de ces deux crises. Aujourd'hui, je crois même qu'en France, vous avez une dette publique qui est plus élevée que la nôtre, ce qui est quand même... C'était pas gagné. Ce qui est quand même pas mal, mais bon, félicitations, parce que vous l'avez fait en un temps record. Nous, on a mis 40, quand on y va, on y va. On a mis 40 ans pour y arriver, mais vous, alors, 10 ans, vous y étiez. et donc, ce qui s'est passé quand on a des finances publiques exsangues, et aussi, je dois dire quand même, un contexte d'économie politique qui est un contexte où, finalement, l'État est tout puissant. Regardez cet État, c'est quelque chose de formidable. Dès qu'il y a un choc, il vous protège et il a les moyens de vous protéger. Et alors, tous ces économistes qui, comme moi, peut-être d'autres, vous disaient il y a 5 ans que les finances publiques étaient déjà exsangues et qu'il fallait penser à baisser les dettes publiques parce qu'on allait bientôt atteindre la limite, on a l'air un petit peu ridicule parce qu'on peut nous dire, regardez, on a encore augmenté les dettes publiques de 10 ou 15% du PIB et il s'est quand même rien passé. Alors, entre nous, il y a une limite aux dettes publiques. Il y a toujours une limite. Le seul problème, c'est qu'on ne la connaît pas. D'accord ? Mais alors vous allez me dire... C'est comme avec l'alcool, alors. Ça, tout le monde a sa limite avec l'alcool, mais on ne la connaît pas. Si tu ne connais pas tes limites, je veux pas. Donc du coup, on sait pour l'alcool, mais pas pour la dette publique. C'est ça que pour la dette publique, ouais, on peut citer des chiffres. Mais je vais pas me lancer dans des guerres de chiffres, mais on ne connaît pas vraiment la limite. Le problème, c'est que les dettes publiques, elles sont soutenables jusqu'au moment où elles ne le sont plus. Demandez aux Grecs. Et c'est ça le problème, c'est que c'est un peu un processus de tâtonnement et quand vous atteignez la limite, alors là vous regrettez d'avoir voulu tester cette limite. Parce que quand on atteint la limite,
souvent, on a tendance à tomber dans une situation où le gouvernement va dire, voilà, on a une contrainte budgétaire, la Banque centrale fait partie du secteur public, la contrainte budgétaire concerne l'ensemble du secteur public, et on peut passer alors dans une situation que les banquiers centraux détestent, qui s'appelle une situation de dominance budgétaire, c'est-à-dire une situation où en fait l'émission monétaire se confond avec l'émission de dette publique, puisque finalement la monnaie c'est de la dette publique, mais on va émettre la monnaie juste pour couvrir disons, les besoins financiers de l'État et non plus pour garantir la stabilité des prix. Et là, la politique monétaire a perdu le contrôle. Et là, le risque, je dirais pas, le risque est tangible. Je suis désolé, c'est un peu la perception, en tout cas que nous, on a en Belgique, où nous avons des dettes publiques supérieures à 100% du PIB depuis pratiquement 40 ans. Donc, voilà, donc il y a des éléments qui sont, à mon avis, des éléments permanents et qui me laissent à penser qu'effectivement, on n'est plus dans un régime aussi favorable à une inflation basse et contrôlée qu'auparavant. Et donc là, voilà. Donc au final, on a une politique monétaire qui est à risque d'être moins efficace qu'auparavant. On a une politique monétaire qui est à risque de faire face, d'être soumise à des contraintes, notamment la contrainte budgétaire, qui n'étaient pas vraiment des risques énormes auparavant. Et enfin, on a une économie qui aujourd'hui, et c'est lié, je pense, en grande partie au verdissement de la population, fait face à des besoins de réallocation qui sont absolument énormes. Ces besoins de réallocation passent par des besoins de changement dans les prix relatifs. Et comme les prix, c'est plus facile à augmenter qu'à diminuer. Lorsque vous avez beaucoup d'ajustements de prix relatifs qui doivent se produire en même temps dans l'économie, vous aurez tendance à avoir de l'inflation qui n'est pas liée vraiment à la monnaie ou à l'excès d'émissions monétaires, mais au fait que justement, vous avez beaucoup de prix relatifs qui doivent changer en même temps et que c'est plus facile d'augmenter les prix que de les baisser. Donc pour toutes ces raisons, je crois qu'on est dans un nouveau régime. Merci. Ok, merci beaucoup Xavier. Et alors, je dois confesser que cette session n'aurait pas ce titre si Olivier Garnier n'avait pas écrit un certain nombre de tribunes sur le changement de régime d'inflation qui sont très très éclairantes. Je crois que tu vas revenir sur un slide de Julien Pouget. Mais une autre manière de parler de ce que Xavier vient brillamment de raconter, c'est on a des chocs politiques, on a des chocs sur la santé, c'est des chocs sur le Covid en fait, qui sont des chocs en fait qui ont eu des conséquences macroéconomiques forte. Ce n'est pas quelque chose qu'on savait forcément ailleurs, mais je voudrais donc te poser exactement la même question, c'est en quoi on serait dans un nouveau régime? J'ai l'impression que la Banque centrale, au sens de l'eurosystème, de la Banque centrale européenne, plus toutes les banques centrales, sont assez contre l'inflation, ce qui, pour mon salaire étant salarié non indexé en France, est une excellente nouvelle. Mais du coup, comment ça va avoir un impact en fait sur deux choses en quelque sorte. Je pense que tu n'en sais pas plus que nous sur l'arrivée des chocs, mais sur la manière dont on va faire face aux chocs et donc quelles conséquences ça va avoir sur l'inflation dans le futur. Bon, merci et d'abord bonjour à toutes et à tous. Alors, ça ne vous étonnera pas. Étant collègue dans l'Eurosystème avec Xavier, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, donc je vais plutôt compléter sur certains aspects. Alors, effectivement, il y a le graphique qu'a montré Julien au début, qui est l'inflation française sur longue période, et c'est pour ça qu'on peut revenir sur ce que Xavier a appelé les régimes d'inflation, parce que quand on regarde cette courbe-là, on voit que, en tout cas en France, on a eu dans le passé un peu 3 grands régimes. Il y a eu un premier régime dans les années 50 avec une forte volatilité de l'inflation, mais sans tendance particulière. C'est-à-dire que l'inflation a plus évolué. Alors, il y a eu la guerre de Corée, ensuite, il y a eu le blocage du canal de Suez. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 pics, mais vous voyez qu'il n'y a pas de tendance à la hausse. Et ça, jusqu'au milieu des années 60. Ensuite, c'est là où on a une période d'accélération soutenue de l'inflation à partir de la fin des années 60, là, notamment d'abord avec mai 68, les hausses salariales, et puis ensuite les 2 chocs pétroliers des années 70. Donc ça, on pourrait appeler un peu la période de grande inflation. Et puis, à partir du milieu des années 80, ce qui a été appelé souvent la grande modération, qui est même allé, si on va dans les plus récemment, on avait même une inflation qui était même jugée trop basse pendant trop longtemps. Donc
La question aujourd'hui, et qu'a soulevé Xavier, c'est est-ce qu'on va vers un nouveau régime, et si oui, vers quel type de régime? Et j'aurais tendance, si je me risquais, j'aurais tendance à dire que peut-être qu'on sera plus proche, non pas des années 70, 80, mais peut-être plus des années 50. C'est-à-dire, alors peut-être pas, il faut l'espérer, et justement, il y a une banque centrale qui est là pour l'empêcher, mais sans doute une plus grande volatilité de l'inflation, donc un régime de grande volatilité. Pourquoi? On voit bien qu'on a changé de monde déjà d'un point de vue géopolitique. Il faut se souvenir quand même que à partir de la grande modération, elle a démarré après la chute du mur de Berlin. Certains, d'ailleurs, aux États-Unis, parlaient de fin de l'histoire à ce moment-là. Les économistes, eux, parlaient de fin du cycle économique et même de fin de l'inflation. Donc on a eu une période assez stable, une période de mondialisation, d'intégration des économies d'Europe centrale en Europe. Au niveau mondial, des pays comme la Chine et l'Inde, ce qu'on a appelé Shindia, qui intégraient l'économie mondiale. Donc on a eu cette phase-là. Et puis, là, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Xavier, un peu sur le fait, un peu une surabondance d'épargne au niveau mondial, pas de choc sur l'offre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Du côté, j'ai dit, ce qui a changé, c'est certainement le contexte géopolitique. Maintenant, le mot à la mode, c'est plutôt de parler de fragmentation, peut-être alors pas forcément de démondialisation, mais certains parlent de remondialisation, de nouvelles formes. Du côté offre, il y a clairement, alors il y a le paramètre notamment climat, qui est quand même le grand effet, qui est pas forcément, il faut bien avoir en tête qu'un choc de type climat, c'est effectivement un choc négatif sur l'offre, donc ce que les économistes appellent un choc de prix relatif, c'est-à-dire qu'il y a des effets sectoriels. Après, tout dépend de la réaction de la Banque centrale, dans quelle mesure on accommode dans la transmission de ce choc-là, mais il y a clairement des effets défavorables côté offre. Côté demande, je dirais c'est moins sûr qu'on change de monde. C'est-à-dire qu'il y a les phénomènes d'excès d'épargne qui venaient aussi du fait qu'un pays comme la Chine accumule des surplus et continue de le faire, et continue d'acheter des bons du Trésor américain, voire européen. Ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait un gros changement là-dessus. L'allongement de la durée de vie qui conduit aussi à davantage épargner, ça c'est heureusement peut-être toujours le cas, même si le Covid a un peu touché sur la démographie. Donc c'est plutôt du côté choc d'offres, du côté volatilité qu'on a les changements. Donc in fine, finalement la responsabilité, ça retombe sur les banquiers centraux, puisque comme on le sait tous, l'inflation in fine est toujours et partout un phénomène monétaire. Et donc c'est pour ça, je voudrais peut-être pour terminer un peu répondre à deux questions. Il y a un premier débat qui est souvent soulevé, c'est est-ce que dans ce contexte-là, est-ce qu'il faut relever notre cible d'inflation actuellement à 2%? Parce que vous commencez à entendre un certain nombre d'économistes qui disent, mais justement avec le prix du carbone plus élevé, avec ces difficultés d'offres, il faut une cible d'inflation plus élevée. J'aurais plutôt tendance à dire, justement, c'est dans ce contexte-là, il n'y a déjà pas question, tant qu'on n'est pas revenu à 2%, d'ailleurs, c'est même pas la peine d'ouvrir ce débat, vous ne changez pas, c'est comme si pendant une partie de football, tout d'un coup, vous décidiez de changer la taille, parce que vous n'arrivez pas à marquer des buts, vous les élargissez la taille des cages de football. Donc ça, c'est le premier point, mais même plus en termes, si on se dit que, in fine, c'est le rôle est à la Banque centrale, il faut ancrer bien que éviter les comportements qu'évoquait tout à l'heure Xavier. Si tout le monde se dit l'inflation sera plus de 2%, mais de 3%, voire même 4%, à ce moment-là, tout le monde va se mettre dans ces négociations salariales, dans la fixation des prix, lorsqu'on parlait tout à l'heure des fixations au niveau des entreprises, à raisonner sur une cible plus haut. Puis après, on dira d'ailleurs, si on dit 3, pourquoi pas 4, pourquoi pas 5? Donc il est très important, et c'est ce qui a joué d'ailleurs dans le régime d'inflation précédent, le fait avec des banques centrales indépendantes et avec un objectif crédible, ça c'est tout à fait important. Et le deuxième point aussi, alors c'est vrai qu'on va avoir un job plus élevé, plus compliqué, parce qu'on n'est plus dans la divine coïncidence et plutôt avec des chocs d'offres, mais ça ne veut pas dire que justement la politique monétaire ne peut rien, parce que souvent effectivement, quand on cherche à expliquer ce que peut faire ou ne pas faire la politique monétaire, souvent ce qu'on nous dit, mais si l'inflation vient d'un prix du pétrole plus élevé, vient des prix alimentaires, ce n'est pas vous qui allez
faire en sorte que l'Arabie saoudite va produire plus de pétrole ou qui fait qu'il y aura moins d'incidents climatiques et donc que les prix des matières premières agricoles vont être moins élevés. Donc effectivement, ça, on ne peut rien là-dessus. En revanche, nous, notre job, c'est d'empêcher la contamination. C'est-à-dire que quand il y a un choc de ce type-là, c'est que ce choc-là se transmette. On a vu sur le deuxième graphique de Julien où on voyait au départ une inflation qui était essentiellement liée à l'énergie, puis à l'alimentation. Puis après, on voit effectivement que ça se transmet peu à peu aux autres prix, et notamment ce qui est le gros, plus des 2/3 de l'indice des prix à la consommation, c'est les prix des services, ce que j'avais appelé effectivement le paquebot. Et là, ces prix-là, ils mettent plus de temps à être contaminés, mais une fois qu'ils sont contaminés, là, c'est vraiment beaucoup plus difficile d'en sortir. Alors qu'on voit que les prix de l'énergie, ça monte, ça baisse, mais il n'y a pas forcément de tendance. Donc, nous, notre rôle, c'est de mettre un peu comme comme dans les confinements, un peu, c'est de mettre des parois pour éviter ces contaminations qui passent par les différents marchés, que ce soit le marché du travail, que ce soit le marché des biens et des services. Et c'est en ce sens aussi que justement notre objectif, rappeler fortement notre objectif de 2% et que quoi qu'il arrive, on fera en sorte que l'inflation reviendra à 2%, c'est tout à fait essentiel pour éviter ces phénomènes de contagion. Et c'est là-dessus que l'on peut jouer. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire on n'est pas des banquiers centraux brutaux et donc on est intelligent aussi, on essaye de l'être. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a des chocs type le choc Covid, si dans le cadre de la transition climatique, il peut y avoir, si on introduit une taxe carbone, ça va avoir des effets. Donc là, on va prendre en compte la vitesse. Ça ne veut pas dire que quand on dit 2%, c'est sur le moyen terme. Ça ne veut pas dire qu'on doit être toujours et partout, à chaque mois, à 2% d'inflation. Mais après, on doit clairement tout faire pour que le cap reste sur notre objectif. Et c'est comme ça que l'on peut, même dans un contexte plus difficile, assurer une certaine stabilité de l'inflation à un bas niveau. J'ajoute aussi le fait que ce que montre aussi, et ça on a fait des travaux qui le montrent, il y a ce qu'on appelle selon l'attention, les économistes qui aiment bien les formules un peu compliquées, ils appellent ça l'inattention rationnelle. C'est-à-dire que quand l'inflation est basse, ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens ne s'intéressent pas à l'inflation. Et on le voit bien, quand l'inflation, dans les années 2010, où l'inflation était très basse, plus personne ne parlait de l'inflation. Et quand les entreprises négociaient leurs prix ou négociaient les salaires, personne on disait, tiens, bon, on va faire la hausse générale des salaires, la revalorisation, ça va être 1,5 ou ça va être 2, mais ce n'était pas en fonction. On ne regardait pas si l'indice des prix de l'INSEE des 12 derniers mois était à 1,7 ou à 2,2, ça ne changeait rien sur les négociations. Lorsque l'inflation passe au-dessus d'un certain seuil, alors qui est là aussi, qui est difficile à déterminer, mais on voit que les comportements changent et donc que les chocs, les fameux chocs d'offres qu'on évoquait, lorsqu'on est en inflation basse, ils ont moins d'impact et ils sont moins persistants que lorsqu'on passe dans un régime d'inflation plus élevé. Et donc c'est en ce sens aussi qu'il est important d'assurer ce bas niveau de l'inflation. Donc pour résumer, je dirais que clairement, on va avoir une période, on rentre dans un nouveau régime où l'inflation sera plus volatile, où notre métier sera plus compliqué, mais en même temps, ça ne nous empêche pas de tout faire pour que l'inflation reste basse sur le moyen terme. Merci, c'est super clair. Je vous rappelle le numéro de téléphone si vous avez des questions. Moi, j'en ai déjà 4. Et alors, je vais en greffer des bouts de questions à moi sur ces questions. Alors, il y a une première question. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas de greedflation. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose du genre des gens qui se sont beaucoup enrichis avec l'inflation. Je le sais d'une bonne partie des gens que je croise, et je le sais de ce que vous venez de dire. Mais je voudrais vous pousser un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire, est-ce que le phénomène qu'on a connu, c'est pas en fait, et on a l'impression que c'est un peu ça dans les journaux, des choses du genre, comme le disait Anne par exemple, j'ai subi un très gros choc de coûts parce que je suis fabricant de confiture. Et puis je me dis, là, si j'ai un peu de marge pour rattraper la perte de profit que j'ai eue, qui est quelque chose,
quand j'ai commencé à parler de mon salaire, c'était exactement ça que je suis en train de dire. Hein. De dire, je vais rattraper en fait. Et donc du coup, on pourrait très bien avoir pas de greedflation au niveau macroéconomique, mais au niveau des secteurs, des secteurs dans lesquels en fait les prix montent et peut-être passent au-dessus de ce qu'on va appeler le coût marginal dans un marché concurrentiel. Et puis il va retomber forcément parce qu'il y a les conditions de concurrence dont vous avez parlé, Anne, dont vous avez parlé. Et donc du coup, est-ce qu'on sait des choses plus précises sur la dynamique de l'évolution des prix en fait dans cette période d'inflation qu'on vient de connaître, avec plutôt que ça soit quelque chose comme une énorme vague avec quelqu'un qui surfe dessus et qui a tout gagné, des gens qui essayent de chacun faire comme ils peuvent, j'ai envie de dire, mais en faisant comme ils peuvent, ils ont peut-être entretenu cette situation d'inflation. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a du sens ou pas pour vous, ou est-ce que c'est complètement bête? Et vous avez le droit de dire. Je vais commencer, puis après, Anne, Xavier et Julien pourront compléter. Je crois qu'il y a pas mal de faux débats autour de cette idée de greedflation, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est d'abord, parce que les macroéconomistes, lorsqu'ils parlent de marge, ils parlent de quelque chose qu'ils appellent le taux de marge, qui est un partage en quelque sorte entre les salaires et les profits. Mais ce n'est pas la marge au sens microéconomique, au sens de l'entreprise. Et si vous raisonnez, vous êtes une entreprise qui fait, si on reprend la confiture, supposons qu'il n'y ait pas beaucoup de travail qui soit dans les coûts de cette entreprise, et après le coût, c'est son bocal et puis la confiture qu'elle met dedans. Elle peut avoir donc ces coûts qui augmentent fortement avec des hausses à 2 chiffres. Et donc, elle va augmenter même en maintenant sa marge, mais là, par rapport à l'ensemble de ses coûts inchangés, elle va fortement augmenter ses prix. Et ces prix vont augmenter, bien sûr, beaucoup plus vite. Ce n'est pas parce que le coût du bocal ou de la confiture augmente de 30% qu'elle va augmenter les salaires de 30%. Et donc, mécaniquement, comptablement, lorsque vous avez un choc sur les prix dans certains secteurs, et plutôt les secteurs industriels, cette hausse des coûts va comptablement faire apparaître une hausse du taux de marge tel que le mesurent les économistes, ou la contribution, ce que font certains pour dire, tiens, mais quelle est la contribution des marges unitaires, par exemple, au prix. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on voit, quand vous regardez par secteur, ce qu'on a plutôt tendance à voir, c'est que quand on compare les taux de marge, par exemple en France, par rapport à la période pré-Covid, il y a plutôt une hausse du taux de marge dans l'industrie, et puis une baisse du taux de marge dans les services. Mais qui résulte un peu, c'est plutôt... Donc la hausse du taux de marge dans les secteurs type industrie, ce n'est pas de la greedflation, c'est plutôt la conséquence de la hausse des prix des inputs qu'il y a eu au départ. Alors, après, la vraie question, c'est plutôt qu'est-ce qui va se passer? C'est plutôt ça. Et le vrai débat, à la limite, sur la greedflation, il devrait plutôt venir dans la deuxième phase. C'est-à-dire que lorsque les prix des inputs se replient, est-ce que dans ce cas-là, les entreprises répercutent, toujours gardent leur marge au sens que je l'ai dit, au sens microéconomique constante, et dans ce cas-là, ça veut dire que leurs prix de vente vont se replier éventuellement, et dans ce cas-là, on verra dans le taux de marge dont je parlais là au niveau macro, un repli de ce taux de marge. Alors, ce qu'on observe en pratique, c'est que souvent, et notamment il y a eu, y compris des travaux de l'INSEE qui le montraient aussi, que les entreprises ont plutôt tendance à lisser, c'est-à-dire que lorsque les prix rebaissent, elles ne baissent pas forcément immédiatement, mais parce qu'elles se disent les prix vont sans doute un peu après remonter, donc il y a un peu du lissage qui est fait. Donc tout n'est pas répercuté, mais en tout cas, il faut bien avoir en tête ceci. Et puis globalement, si je termine sur la France, dans le cas de la France, alors ce n'est pas forcément le cas de tous les autres pays, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais dans le cas de la France, il n'y a pas eu, finalement, même quand je prends la mesure taux de marge au sens de partage de la valeur ajoutée entre salaire et profit au niveau de l'ensemble de l'économie, quand vous prenez dans le cas de la France par rapport à la période pré-Covid, en gros, les salaires et les profits d'exploitation, ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, ont augmenté à peu près du même, la masse salariale, pas les salaires, la masse salariale, parce qu'il y a eu beaucoup d'emplois. Alors là, c'est encore un autre débat, c'était la table ronde précédente à laquelle je participais sur la productivité et autres. Mais en tout cas, la masse salariale a augmenté à peu près du même pourcentage. Alors, c'est vrai que dans des pays comme, au niveau de l'ensemble de la zone euro, il y a eu plutôt une hausse du taux de marge, mais qui tient notamment un pays comme l'Allemagne, qui sont plus industriels. Là, le phénomène que j'évoquais tout à l'heure a davantage joué. Dans le cas de la Belgique, et puis je sais que dans le cas de la Belgique, vous avez regardé ça de manière plus microéconomique, peut-être, tu peux peut-être compléter.
Et puis Oui, effectivement, donc ça reflète tout à fait ce que tu dis, Olivier, c'est-à-dire qu'effectivement, d'un point de vue macroéconomique, alors ce qui est intéressant par rapport à la Belgique, c'est qu'on a de nouveau, désolé d'insister, mais cette fameuse indexation des salaires. Et donc, on va y revenir. Hein. Mais non, mais ça on en rêve tous ici. Hein. Be careful what you wish for, mais bon, non. Non, ce qui s'est passé effectivement, c'est que assez vite en fait, on a eu avant la Covid une hausse relative des taux de marge d'un point de vue macroéconomique, ce qui fait simplement, le taux de marge c'est l'inverse essentiellement grosso modo, de la part salariale, donc la part des salaires dans la valeur ajoutée a diminué. Et puis, subitement, avec ce choc important qui est arrivé, en fait, d'un point de vue macroéconomique, les taux de marge ont eu tendance de nouveau à rediminuer. D'accord ? Alors que, effectivement, comme tu l'as évoqué, Olivier, dans l'ensemble de la zone euro, en moyenne, ce n'est pas le cas en France, mais en moyenne, on a eu une tendance à la hausse des taux de marge. Et ça reflète en partie, effectivement, les comportements qu'on observe au sein de certains secteurs. Et donc, effectivement, en Belgique, on a observé que dans certains secteurs plus industriels, on avait des taux de marge qui faisaient de la résistance à la baisse, ça c'est sûr. Mais globalement, quand même, si on regarde au niveau maintenant microéconomique, parce qu'on a accès à en fait toutes les données de TVA, donc en fait on a pris la population des entreprises belges et on a calculé un proxy, pour le taux de marge sur base des déclarations TVA que ces firmes font tous les mois. Et effectivement, à part dans certains secteurs, un peu comme l'Horeca, revenez à Bruxelles, essayez de manger un bon steak à Bruxelles, vous serez choqués, je vous le dis. Parce que moi, je vais expérimenter en inverse. Je vais dire, tiens, on bouffe pour pas grand-chose ici quand même, c'est bien. Non seulement on mange bien, mais pour pas grand-chose. On mange mieux et pour pas grand-chose. Effectivement, on n'a pas eu de phénomène de greedflation. Et donc, dans les discussions qu'on a eues, j'ai eu la chance de participer il y a quelques semaines, quelques mois, à une réunion de l'OCDE qui effectivement discutait de ces questions. Effectivement, la conclusion de cette réunion, parmi tous les membres de l'OCDE, c'était qu'en fait, les évolutions qu'on avait observées par rapport à ce taux de marge, d'abord à la hausse et ensuite à la baisse, en fait tout cela devrait en principe se normaliser. Aucun pays de l'OCDE ne s'attendait, aucun des vice-gouverneurs de banque centrale présents ne s'attendait effectivement à ce que la hausse des taux de marge qu'on a observée dans beaucoup de pays, pas seulement au sein de la zone euro, mais aussi ailleurs, y compris des marchés émergents, devrait se normaliser. Donc on aura affaire à ce que les Anglais appellent un blip, et tout ça va se normaliser parce que finalement on n'est pas au steady state, on n'est pas à l'équilibre comme disent les économistes. Voilà. Juste une question qui est l'herbe semble toujours plus verte ailleurs. Si j'entends le cas belge, et c'est une question qui est vraiment écrite là, okay. Je vais l'incarner. Ouais. Si j'entends le cas belge, bon, vous avez pris 13% d'inflation l'année dernière, ça fait très très mal. Mais vous avez pris à peu près 13% de salaire cette année. Et il n'y a pas de boucle prix salaire. Et nous, finalement, ça a été assez long, quoi. Enfin, ça a monté. On a eu l'impression que ça ne s'arrêtait jamais. C'est pour ça que j'ai dit quelque chose sur le fait qu'on était un plateau. Parce qu'effectivement, tant qu'on n'a pas lu les journaux, on ne le sait pas. C'est pas mieux d'être belge aujourd'hui que français. C'est pour ça que nos marges baissent sérieusement pour le moment. En partie, il ne faut pas oublier ça, aussi bien du point de vue macro que du point de vue micro. Donc là, les marges sont sérieusement à la baisse. Maintenant, c'est vrai, pour nous, ça a posé un vrai problème de compétitivité, parce que nous sommes une petite économie ouverte, et donc chez nous, en fait, la détermination des salaires, donc les négociations... Alors, chez nous, on a un taux de syndicalisation qui est beaucoup plus élevé qu'en France. Okay, donc, en fait, les syndicats et les patrons négocient réellement, disons, les marges de salaire par secteur, ou en tout cas au niveau même de l'économie, puis on répartit par secteur. C'est une formation des salaires extrêmement centralisée, mais on a un mécanisme de protection de la compétitivité. Et ce qu'on fait, c'est regarder effectivement l'évolution des salaires en Belgique par rapport à celle de nos trois principaux voisins, c'est-à-dire les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. Et effectivement, là, on a eu un dérapage phénoménal.
Mais ce qu'on constate, c'est que chez nous, maintenant, on se trouve dans la partie vertueuse du système. C'est-à-dire que notre inflation a augmenté beaucoup plus fort qu'ailleurs, mais maintenant, elle a baissé aussi beaucoup plus vite qu'ailleurs, pour les raisons exactement inverses. En France, on a eu le bouclier tarifaire, ça a calmé l'inflation, mais maintenant qu'on retire les mesures, voilà, ça continue. Tandis que chez nous, pas de bouclier tarifaire, on a eu quelques mesures ciblées, ce qu'on appelle le tarif social, mais c'est très ciblé sur les individus à bas revenus. Pour le reste, les gens ont dû payer le vrai prix, ou alors ce sont les entreprises qui ont accepté des contrats fixes et qui se sont malheureusement pris quelques claques. Mais voilà. Donc, tu es en train de dire que, en fait, ce que je trouvais super bien au départ, qui était mon salaire monte au niveau de l'inflation, puis ça redescend très très vite l'inflation, c'est venu avec plus de pauvreté, plus de chômage, et donc quelque part un affaiblissement de l'économie belge ou... c'est pour savoir si on doit vraiment adopter l'économie belge. Une autre question, c'est faut-il indexer les salaires en France? C'est une autre question qui est écrite là, et j'ai envie de te poser la question. Chez nous, il y a un équilibre, comme d'habitude en Belgique, les choses sont très compliquées. Donc on a le pilier indexation salariale, ok. Mais alors, quand on a dit on va mettre l'indexation des salaires dans la loi, les patrons ont dit, oui, mais de l'autre côté, il faut qu'on nous garantisse la compétitivité. Et donc, effectivement, le gouvernement peut, si la compétitivité dérape sérieusement, et cela se fait sur base de l'observation de la moyenne de l'évolution salariale chez nos trois principaux voisins et concurrents, donc Pays-Bas, Allemagne, France. Et donc là, si on constate que les salaires augmentent en France, finalement, tant mieux pour nous, parce qu'on ne devra pas faire de modération salariale. Mais si, par contre, effectivement, ce dérapage salarial qu'on a observé en Belgique par rapport à nos principaux concurrents devait se pérenniser, on a un mécanisme de protection dans la loi qui dit « alors les salaires sont bloqués ». Donc on aurait vraiment un blocage nominal des salaires pendant plusieurs années pour rattraper ce handicap salarial. Donc, oui, on ne peut pas gagner tout le temps. On n'est pas dans un pays de cocagne, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre, il y a deux piliers. Mais vous savez, le vrai... Donc, je répète, on a cet équilibre indexation nominale des salaires et en même temps, loi qui protège la compétitivité des entreprises et qui autorise, si nécessaire, le gouvernement à bloquer les salaires. De manière... ça s'est passé par le passé pendant plusieurs années. Les salaires n'ont pas augmenté d'un point de pourcentage. Alors, bon, voilà. Donc, il y a cet équilibre. Autre chose, effectivement, c'est bien l'indexation des salaires, mais je vous disais tout à l'heure, l'indexation d'un mois à l'autre est devenue négative. Le mois dernier, mon salaire a baissé. C'est vrai ? Parce que l'inflation était négative. Donc, ça peut ? Oui, tout à fait. Ah oui, ça marche. Ah, c'est pas qu'on gagne tout le temps ? Ça marche dans les deux sens. Il n'y a que la bière qui est bien en Belgique, alors ? Non. Je ne ferai pas de commentaires. Non, moi non plus. Plus de commentaires sur la bière pour le moment. Anne, j'avais une question pour vous sur les questions de concurrence. Est-ce que ce que vous décriviez est spécifique à l'alimentaire ou bien est-ce que c'est spécifique à la grande distribution? Et donc, si le prochain choc qu'on reçoit sur les prix, un choc sur les termes de l'échange, un choc extérieur arrive, qu'est-ce qu'on en sait de l'impact que ça va avoir sur l'inflation? Alors, comment on peut prévoir quelque chose avec les chocs futurs? C'est ça ma question. Alors, il y a eu effectivement beaucoup de discussions cette dernière année, en 2022 et 2023, sur est-ce que notre système d'organisation des négociations entre la grande distribution et l'industrie produit des effets bénéfiques ou pas. Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'apparemment, tout le monde s'accorde pour dire que Egalim, c'est-à-dire cette loi qui protège la rémunération de la matière première agricole, que ce soit dans les négociations entre les agriculteurs et l'industrie ou entre l'industrie agroalimentaire et la grande distribution, qui garantit que la part des matières premières agricoles va être préservée dans les revendications de hausse de prix des industriels, que tout ça a plutôt relativement bien fonctionné. Alors, ça ne fonctionne pas dans un certain nombre de cas particuliers qui sont ceux sur lesquels l'interprofession n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les bons indices de coûts, parce que pour se mettre d'accord sur le fait qu'on va protéger la rémunération des agriculteurs, il faut se mettre d'accord sur de combien les coûts agricoles ont augmenté, etc. Donc ça aussi, ça suppose des négociations qui, dans certains cas, sont des négociations un peu sans fin. Et puis par ailleurs, il y a d'autres types de produits, comme les produits
produits frais, les produits saisonniers, etc., qui sont difficiles à intégrer dans ce type de négociation. Donc, je dirais que Egalim, c'est plutôt quelque chose qui risque de perdurer et qui a l'air de fonctionner à peu près à la satisfaction de tout le monde. Après, il y a la grosse question de savoir si on a raison de vouloir cantonner les négociations entre producteurs et distributeurs à cette période de l'année, janvier-mars, ou si, comme dans tous les autres pays qui nous entourent, on pourrait réouvrir des négociations au fil de l'eau durant toute l'année. Et ça, c'est une question assez épineuse sur laquelle beaucoup d'économistes ont planché, parce que finalement, ça fait appel à des mécanismes sophistiqués que je ne vais pas détailler ici, mais à quelle est l'information accessible à certains producteurs ou à certains distributeurs au moment de la négociation. Quand tout le monde négocie de manière simultanée, personne ne sait quel est le prix qui a été négocié par l'autre, en fait. Et donc ça a certaines propriétés sur l'équilibre qui finit par s'établir entre les producteurs et les distributeurs, et qui a été jugé à un moment de l'histoire vertueux, parce que finalement, toutes ces négociations se déroulaient en face-à-face, des face-à-face simultanés, donc chaque distributeur savait évidemment ce qu'il négociait avec l'un, avec l'autre, etc., mais ne pouvait pas aller observer dans les rayons des concurrents quel était le résultat apparent des négociations qui avaient eu lieu. Alors, ça, c'est des problèmes qui sont assez sophistiqués en théorie économique, en fait. Je ne vais pas du tout parler de ça, mais sur lesquels les économistes ont beaucoup de mal à trancher et à savoir ce qu'il faudrait préconiser. En tout cas, ce qu'on observe, c'est plutôt une tendance à dire il faudrait pouvoir négocier au fil de l'eau, en réalité, pour certains industriels. Alors, je vais revenir sur un point que j'ai évoqué très brièvement tout à l'heure, qui est... En une minute, oui, parce qu'on est vraiment très proche de la date limite. Si on parle d'industriels multiproduits, prenez Nestlé, par exemple. Nestlé fait à peu près de tout, hein, ça va des yaourts aux biscuits secs, en passant par beaucoup d'autres produits. Et donc, finalement, quand il est impacté par une hausse de coûts, le fait de savoir s'il va pouvoir répercuter immédiatement cette hausse de coûts dans ses négociations avec la grande distribution n'est pas très problématique, parce qu'il a beaucoup d'autres produits qui ne sont pas affectés par cette hausse. Mon producteur de confiture de tout à l'heure, ou prenez un industriel qui fait de la boulangerie industrielle et dont les intrants sont, encore une fois, le blé, la farine, le sucre et les emballages, pour un industriel de ce type-là, monoproduit, disons, ou monogamme de produits, c'est une beaucoup plus grande difficulté que d'avoir à négocier tout d'un bloc. Et donc, probablement, il faudrait... Le régime optimal est probablement un régime dans lequel on peut négocier au fil de l'eau pour ce type d'industriel. Ok, merci. Et juste en conclusion, je vais vous demander si vous êtes d'accord. Tu as dit, Xavier, que l'inflation belge était à 1,7, c'est ça, cette année, là maintenant là On la prévoit à 1,9. Et l'année prochaine, du coup, en 2024, je vais arriver à la France, donc préparez-vous, l'INSEE, la Banque de France. Ça va remonter. Ça va remonter un peu, d'accord, ok. Et alors, Olivier, Julien, l'inflation prévue par la Banque de France et ou l'INSEE, je pense, avec un peu de chance, c'est assez proche. Ce n'est qu'à la mi-décembre que nous publierons les prévisions pour 2024. Oui, non, mais celle de septembre ou celle d'avant. À court terme. Mais nous attendons a priori une poursuite du reflux de l'inflation au premier semestre, compte tenu sans doute d'un poids quand même du changement de composition de l'inflation, avec un poids un peu plus important sur les services, mais des chiffres d'inflation sur les services qui n'atteignent pas ce qu'on a connu sur l'énergie ou sur l'alimentation, par exemple. Sauf nouveau choc. Donc, sauf nouveau choc, Olivier. À être prudent, et Olivier... 2024, je crois que la Banque de France publie une prévision d'inflation pour 2020, enfin a publié en septembre. Et alors, oui, et même pour 2025 aussi. Mais 2025, je sais que c'est déjà bas. Et alors, je me rappelle jamais pour 2024. Dans le cas de la France, on est même un peu en dessous. On est plutôt aux alentours de 8% en fin d'année 2024. En fin 2025. Mais disons, l'idée, je pense qu'il ne faut pas regarder nécessairement à 0,1 près, mais on revient autour de 2% en 2025. L'année prochaine, dans les mois qui viennent, ce que je voudrais juste signaler, c'est qu'il n'est pas exclu, parce que là, on a eu des très bons chiffres pour le mois d'octobre, et même meilleurs que prévu. On s'attend quand même à ce que
pour des raisons d'effet de base, parce que souvent ce qu'on mesure, c'est les effets sur 12 mois et les glissements annuels. Il y aura sans doute dans la zone euro comme en France, au cours des mois qui viennent et sans doute aussi sur le premier semestre 2024, un peu de remontée. Donc on sera encore, en 2024, on sera encore sensiblement au-dessus de notre cible de 2%, mais avec une trajectoire descendante. Et je crois qu'il faut... Et ça, c'est ce qu'il faut anticiper, quoi, quand même. On voyait que c'est tout à fait important. Quand on est dans une dynamique descendante, ça montre quand même que finalement l'inflation ne va pas rester. Et on voit, il y a déjà pas mal de pays d'ailleurs qui sont, comme la Belgique, qui sont revenus en dessous de 2%. Et ça, il y a un effet vertueux. De la même manière que la hausse de l'inflation appelait la hausse, là, la baisse de l'inflation appelle aussi la baisse. Mais ceci dit, bon, on voit que le monde il y a des nouveaux chocs à chaque fois imprévus il peut y avoir des nouveaux chocs sur les prix du gaz, le prix de l'énergie qui peuvent affecter ce scénario. Et du côté, et je crois que c'est important, comme on a parlé des salaires, et ce qui est important aussi, et ça c'est important aussi pour la projection de croissance, c'est que dans ce scénario-là, les salaires on l'avait vu sur le graphique de Julien, les salaires qui ont augmenté de façon retardée par rapport au prix, là il va y avoir dans la phase qui vient, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les salaires nominaux vont se replier plus lentement que l'inflation, ce qui va redonner aussi du pouvoir d'achat en matière de salaire réel, et donc aussi soutenir la baisse de l'inflation. Donc tout à l'heure, Xavier disait c'est une taxe, la baisse de l'inflation va soutenir aussi le revenu réel des ménages et contribuer aussi après à la reprise de la demande. Merci à chacun de vous pour vos contributions et vos idées, et merci à vous et à bientôt.